Merci de venir nous rejoindre pour cette première session de l'après-midi que je préside, mais que je préside en tant qu'ancien président de la Société de législation comparée, dont Emmanuel était un membre éminent et aimé. Je ne ferai pas de remerciements à tous ceux qui ont organisé cette journée. La SLC est à l'initiative de cela, mais en tout cas, je pense que nous pouvons tous tourner nos regards vers Marie-Élodie Ancel pour avoir fait beaucoup de choses. Oui. Bien. Alors, il y a sur votre... En réalité, je ne dois pas prendre beaucoup la parole, parce que normalement, c'est Jean-Pierre Ancel qui a préparé une contribution sur Emmanuel Gaillard et la jurisprudence française en matière d'arbitrage international, sauf que les règles sanitaires ne permettent pas à Jean-Pierre Ancel d'être présent aujourd'hui. Donc, je vais lire cette contribution, en tout cas, essayer de vous en faire partager l'essentiel. Donc, sur ce sujet, voici ce que Jean-Pierre Ancel a ou souhaite vous communiquer, en dehors de ses regrets de ne pas être là. La jurisprudence française en matière d'arbitrage international, comme nous le savons, comme vous le savez pour beaucoup, a établi depuis plusieurs décennies, et ça fait, on peut dire, un demi-siècle, un véritable système de droit avec pour principal motif d'assurer l'efficacité de l'arbitrage en tant qu'institution ayant à sa charge le règlement des litiges dans les échanges économiques internationaux. Dans cette construction, le juge français a bénéficié des apports importants d'une doctrine inventive et particulièrement attentive. Les échanges qui ont eu lieu entre les juges et la doctrine ont toujours été particulièrement fructueux. Et dans cette perspective, le nom d'Emmanuel Gaillard occupe une place éminente. L'influence de sa pensée s'est manifesté, toujours pour nous dans le sens d'une meilleure efficacité de l'arbitrage international, et cela à 3 points de vue. Considérer l'arbitre international comme un véritable juge, consolider la convention d'arbitrage international, conférer un statut particulier à la sentence arbitrale internationale. Nous allons examiner ces 3 points avant d'envisager le cas particulier du contrôle de l'ordre public international dans lequel les conceptions d'Emmanuel Gaillard et des juges français ont connu quelques fluctuations. Donc tout d'abord, l'arbitre international juge autonome. En premier lieu, il importe de souligner que l'arbitre international doit être pleinement en mesure de faire son office, qui est de donner au litige une solution en toute liberté. La jurisprudence française a œuvré en ce sens, et il est permis d'y voir la marque des conceptions libérales exprimées par Emmanuel Gaillard. D'abord, en posant la règle de prohibition de l'appel en matière d'arbitrage international, bien avant que les textes du décret du 13 janvier 2011 ne la consacrent. C'est l'arrêt Fougerolles, un arrêt Fougerolles de la Cour d'appel de Paris, qui a été cité par Éric Lequin ce matin, de 1990. Ensuite, en reconnaissant à l'arbitre le pouvoir de statuer pleinement sur des questions relevant de l'ordre public, ce qui, jusque dans les années 1990, était interdit. Et cette jurisprudence, évidemment, s'est maintenue depuis. Enfin, le rôle éminent de l'arbitre international a été consacré par l'application qu'a faite la jurisprudence du principe compétence-compétence et surtout de son effet négatif, confirmant l'arbitre dans son office de vérification de sa propre compétence en priorité et en interdisant aux juges étatiques d'y procéder.
L'impact des idées d'Emmanuel Gaillard est ici particulièrement fort, puisqu'il faut rappeler que c'est lui qui, dès 1994, a proposé d'appeler effet négatif du principe de compétence-compétence celui qui invite les juridictions étatiques à se contenter de la constatation prima facie de l'existence d'une convention d'arbitrage pour inviter les parties à saisir les arbitres du litige, y compris de l'éventuelle constatation de la validité ou de la portée de la convention d'arbitrage. L'arbitre international se trouve ainsi doté d'un véritable statut de juge autonome. Il a le pouvoir de tout juger sans avoir à subir un second degré de juridiction et en bénéficiant d'une priorité pour vérifier sa propre compétence, sans aucune concurrence du juge étatique sur cette question essentielle. Emmanuel Gaillard y voit une avancée décisive dans le souci d'assurer l'efficacité de la convention d'arbitrage à laquelle nous venons maintenant. Dans son effort d'accompagnement de la jurisprudence française en faveur de l'arbitrage, Emmanuel Gaillard s'est clairement prononcé pour l'extension de l'application en la matière de règles matérielles aux dépens de la méthode des conflits de loi. Cette méthode a été mise en œuvre pour renforcer la Convention d'arbitrage internationale dans une série jurisprudentielle bien connue d'arrêts de la Cour de cassation, qui débute avec une première décision, Gosset, puis l'arrêt Hecht, enfin l'arrêt Dalico, pour énoncer une règle matérielle d'autonomie de la clause d'arbitrage international et son détachement de tout droit étatique. Cette évolution a trouvé un aboutissement avec l'arrêt Zanzi, rendu en 1999, qui consacre un principe de validité de la clause d'arbitrage international en affirmant de manière radicale que l'article 2061 du Code civil est sans application dans l'ordre international. Cette règle sera ensuite affirmée de nouveau et à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Cette jurisprudence se situe à l'évidence dans la proximité de la pensée d'Emmanuel Gaillard, qui écrit « La règle matérielle de validité de la convention d'arbitrage est sans doute la plus importante et la plus mal comprise du droit français de l'arbitrage international. Spécialement, en ce qui concerne le débat sur la source de la règle matérielle, Emmanuel Gaillard opte résolument pour une source internationale. La source de la règle matérielle est à rechercher dans un ordre juridique international qui réunit les normes qui bénéficient du consensus interétatique ainsi que des règles interétatiques applicables à l'arbitrage. Cette règle matérielle de validité est largement utilisée pour valider des conventions d'arbitrage, même dans les cas où une autre règle matérielle aurait pu intervenir. Et là, nous en venons à une jurisprudence des décisions récentes de la Cour d'appel de Paris. L'une de 2019, où la Cour de Paris se réfère au principe de validité de la convention d'arbitrage, alors qu'en espèce, elle aurait pu se fonder sur une règle matérielle plus spéciale, tirée d'une jurisprudence antérieure, selon laquelle une personne morale de droit public est irrecevable à invoquer son droit national pour échapper à l'application d'une clause d'arbitrage international qu'elle a bien évidemment conclue. De même, dans une autre décision de 2020, la Cour d'appel de Paris retient la validité de la clause d'arbitrage souscrite par le représentant d'une société sur le fondement du principe de validité, sans utiliser une règle matérielle posée dans une jurisprudence Soerni par la Cour de cassation en 2009, selon laquelle l'engagement d'une société s'apprécie par la mise en œuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage. Je me suis embarqué dans la lecture de l'arrêt, donc je vous le donne jusqu'au bout, fondée sur la volonté commune des parties, de l'exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause. Bien. Toutes ces décisions portent la marque d'une philosophie de l'arbitrage international développée
par Emmanuel Gaillard, autonomie de l'arbitrage international, autonomie de la convention d'arbitrage. Reste à envisager l'apport d'Emmanuel Gaillard en ce qui concerne la sentence arbitrale internationale. C'est sans doute ici l'apport le plus remarquable de la pensée d'Emmanuel Gaillard à la jurisprudence française en ce qui concerne le statut juridique assigné à la sentence internationale. Ici encore, la notion d'autonomie s'impose, cette fois, dans une dimension résolument internationaliste. Mais il convient d'évoquer d'abord les moyens d'assurer l'efficacité de la sentence, domaine dans lequel la doctrine a sa part, et spécialement celle d'Emmanuel Gaillard. Parmi les moyens propres à garantir l'efficacité de la sentence internationale, Emmanuel Gaillard distingue le recul du contrôle de la violation par les arbitres de l'ordre public international. La conception restrictive de ce contrôle par le juge trouve son fondement dans la règle fondamentale de la prohibition de la révision au fond par le juge du contrôle de la sentence. C'est ainsi que, ces dernières années, le juge français en est venu à exiger, pour sanctionner une violation de l'ordre public international, que cette violation soit, c'est jurisprudence de la Cour de cassation qui le dit, flagrante, effective et concrète. Emmanuel Gaillard trouve l'origine de cette jurisprudence dans un arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2000. S'il admet que la violation invoquée doit être effective et concrète, Emmanuel Gaillard conteste vivement, en tout cas, le qualificatif de flagrante, en faisant valoir, non sans raison et avec le soutien de ses collègues, que cette formule implique qu'une violation de l'ordre public qui existerait, mais ne serait pas flagrante, devrait rester sans sanction. Il est difficile de contester une réelle pertinence à cette objection. D'ailleurs, les arrêts ont par la suite substitué le terme manifeste au terme flagrant, ce qui est moins douloureux, mais pas davantage satisfaisant. En réalité, qu'exige le juge du contrôle? Simplement que la violation alléguée de l'ordre public international soit réelle, qu'elle soit avérée, en un mot, qu'elle soit caractérisée. En effet, une violation non caractérisée n'est sûrement pas une violation. Sur cette question, l'évolution n'est pas terminée, à en juger par un arrêt très récent de la Cour de cassation du 23 mars dernier, dans une affaire Bielocon que vous connaissez, qui, pour rejeter le pourvoi dirigé contre une décision d'annulation d'une sentence internationale pour violation de l'ordre public international, retient que la Cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence qui aurait pour effet de faire bénéficier M. Bielocon, c'était le héros de cette affaire, du produit d'activité délictueuse violait, de manière caractérisée, l'ordre public international. Indépendamment de cette question, à propos de laquelle le débat n'est sûrement pas clos, l'apport le plus significatif d'Emmanuel Gaillard porte sur le statut de la sentence arbitrale internationale. C'est la jurisprudence Putrabelli, par laquelle la Cour de cassation attribue à la sentence internationale un caractère universel en la détachant de l'ordre juridique local, c'est-à-dire celui du lieu de l'arbitrage. La sentence internationale est ainsi qualifiée de décision de justice internationale comme n'étant rattachée à aucun ordre juridique, ce qui fait écrire à Emmanuel Gaillard, très justement, « On ne saurait consacrer plus clairement l'existence d'un ordre juridique arbitral, la sentence étant considérée au même titre que peut l'être la décision d'une juridiction permanente créée par la communauté internationale. » On constate ici une parfaite convergence entre la pensée d'Emmanuel Gaillard
qui considère que l'arbitrage international participe d'un véritable ordre juridique transnational, et les solutions adoptées par la Cour de cassation. Plus largement, l'on peut rallier les divers aspects jurisprudentiels envisagés à la notion d'autonomie de l'arbitre international, indépendant de toute juridiction étatique, de la convention d'arbitrage émancipée de la tutelle d'un droit étatique, de la sentence internationale détachée de tout ordre juridique étatique et donc véritablement internationale. Et Jean-Pierre Ancel termine sa communication par ces mots: la notion d'autonomie ardemment défendue par Emmanuel Gaillard. Je vous remercie de votre attention en me pardonnant d'avoir lu un papier Bien. Alors, je vais reprendre la casquette du président de séance pour donner la parole au professeur Jean-Michel Jacquet. Le titre de sa communication, La pensée d'Emmanuel Gaillard et les confins du droit international privé. On aurait dû peut-être rajouter derrière ce titre, parce que c'est la communication de monsieur le professeur Jacquet, que l'exploration à laquelle dont il va maintenant vous faire part, c'est le droit international privé, mais dans le domaine de l'arbitrage. Ça allait sans dire, mais la précision est peut-être utile pour ce que vous allez entendre. Comme ça, au moins, c'est un titre qui ne vous décevra pas. Professeur. Merci, Monsieur le Président. Espérons-le. Je dois dire pour commencer que, comme toutes les personnes qui se trouvent réunies aujourd'hui dans cet amphithéâtre, j'ai été profondément affecté par le décès à la fois prématuré et tellement soudain qui fut celui d'Emmanuel Gaillard. De bonnes relations professionnelles et amicales nous liaient. Nous nous sommes rencontrés régulièrement, soit à Vienne, soit à New York dans le cadre de la CNUTSI, soit parfois à Paris. Et j'avais aussi, je dois le dire, beaucoup d'admiration pour lui. Et à la nouvelle de sa disparition, j'ai su immédiatement qu'il allait énormément me manquer, comme je suppose il manque déjà à toute la communauté qui gravite autour de l'arbitrage. Et il y a immédiatement deux choses qui me sont venues à l'esprit. D'abord l'une qui est un peu banale, mais je tiens à le dire quand même, elle tient au fait que la lecture de ces articles et de ces livres a toujours eu, pour moi, un effet d'attraction que peu d'auteurs me procurent dans cette discipline. Cela tient à son style, qui est toujours précis, toujours vif. On a eu tout à fait raison d'utiliser l'expression « en action », une pensée en action. Pour Emmanuel Gaillard, sa pensée, son style, en effet, est toujours un style en action. Il est d'une élégance naturelle, jamais pédant, jamais de jargon. Toujours quelqu'un sûr de lui, mais ouvert à la controverse, ouvert à toutes les interrogations, à la fois didactiques et stimulantes. Et puis l'autre chose qui m'a frappé tient à l'insistance qu'il a mise dans ce qu'on est obligé d'appeler les dernières années de sa vie, à revenir inlassablement sur la défense et l'illustration du droit français de l'arbitrage international. Et à plusieurs reprises, je me suis interrogé, pourquoi tant de hâte? Pourquoi tant d'énergie à labourer les terres du droit français de l'arbitrage international? Et je risque un début de réponse. C'est que je pense que le droit français de l'arbitrage international, davantage que tout autre, approchait pour Emmanuel l'idéal de la façon dont un ordre juridique étatique pouvait réagir aux problèmes de l'arbitrage international. Alors j'en viens maintenant à mon sujet, qui est celui du droit international privé, dans la pensée d'Emmanuel Gaillard. Il a été dit ce matin que sa thèse était une thèse de droit civil qui portait sur la notion de pouvoir en droit privé. Et donc, je peux supposer
que ce jeune juriste privatiste s'est très rapidement spécialisé en devenant un jeune juriste internationaliste et arbitragiste. Devenant spécialiste du droit de l'arbitrage international dans le domaine des affaires, il est naturellement devenu aussi un spécialiste de droit international privé. Nous savons que sa curiosité et sa soif de connaissance ne s'est pas arrêtée là. Se passionnant pour le CIRDI, il est aussi devenu un spécialiste de droit international public. Alors, le droit international privé a-t-il une place importante dans la pensée d'Emmanuel Gaillard qu'il faut bien ramener à l'arbitrage, puisque c'est la quasi-totalité de son œuvre qui est consacrée à l'arbitrage international. Étant donné la place très importante qui est prise d'un côté par les règles matérielles qui nous ont été, dont l'importance nous a été rappelée il y a un instant et auxquelles il a lui-même consacré de nombreux écrits, et par l'ordre juridique arbitral qui est sa création, on ne voit au fond que, je dirais, un filet assez étroit, a priori, pour le droit international privé lui-même. Eh bien, Emmanuel, toujours capable de nous surprendre, a néanmoins été plus prolixe qu'on ne pourrait le croire au sujet du droit international privé, et je m'efforcerai donc de tracer sa pensée, de traquer sa pensée sur le droit international privé, en suivant deux axes de réflexion qui ont été les siens. C'est qu'il a d'abord considéré l'arbitrage international comme un phénomène, le phénomène de l'arbitrage international, mais il l'a naturellement aussi considéré et vécu comme un processus. Et ce sont donc ces deux points que j'explorerai successivement. L'arbitrage international est une institution complexe au sens où un processus unitaire qui revient à régler au moyen d'un arbitrage un litige de caractère international suppose pour son accomplissement une pluralité d'acteurs, d'actes juridiques, de décisions, d'opérations et d'étapes procédurales. Sous l'angle du droit international privé, ces divers éléments sont susceptibles de relever de qualifications, de règles de conflit et finalement de lois différentes. Faut-il accepter une sorte d'atomisation de l'arbitrage international en une pluralité de lois? Faut-il au contraire placer l'arbitrage international sous l'empire d'une seule loi, la loi de l'arbitrage? Ou encore, troisième solution, placer l'arbitrage sous l'empire d'une loi privilégiée, tout en admettant que d'autres lois soient appliquées en fonction des problèmes soulevés. Vous savez tous que, en droit comparé, si l'on exclut la France, le siège de l'arbitrage est systématiquement présenté comme un facteur de rattachement dominant, voire exclusif, rattachement de tout arbitrage à la loi d'un État. Cette solution coexiste d'ailleurs avec l'acceptation quasi universelle de l'applicabilité de la loi du lieu d'exécution de la sentence lorsque cette exécution est en jeu et qu'elle ne se situe pas dans le pays du siège de l'arbitrage. Eh bien, cet état des lieux, si important, si positif soit-il, n'a jamais satisfait Emmanuel Gaillard. Mais au lieu d'aborder cette question dans l'angle, sous l'angle et dans la perspective étroite, pas étroite en soi, mais étroite parce qu'elle ne permet pas d'adopter un autre point de vue, du droit international privé, il a préféré faire un détour et aborder cette question sous l'angle philosophique que l'on trouve dans les aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international. Et donc, il a choisi d'aborder le problème du régime juridique de l'arbitrage international sous l'angle des représentations mentales, ce sont ses propres termes, qui contribuent à structurer la pensée juridique. Et ce faisant, il a d'emblée considéré l'arbitrage comme une entité en cherchant à explorer les rapports que celui-ci entretient avec les différents ordres juridiques constitués. Et ceci lui a permis, mais comme incidemment, comme sans le faire exprès, ça lui a permis d'évaluer aussi, mais pas de front, le bien fondé des règles de conflit de loi
qui sont généralement proposées en matière d'arbitrage international. Alors, pour mieux saisir la pensée d'Emmanuel sur ce point, je propose de faire un très bref détour par ces représentations avant de revenir aux règles de droit international privé elles-mêmes. Ce bref détour, je pense que ici, presque tout le monde le sait, le choix d'une démarche qui est axée sur le droit international privé nous amène traditionnellement à découper le rapport juridique, fixer le rattachement et déterminer la loi applicable. Emmanuel n'a pas du tout raisonné ainsi, avec sa perspective philosophique. Il est parti d'une question qui n'est pas exactement une question de droit international privé classique. Il a dit « Tout arbitrage entretient des rapports privilégiés avec un ou plusieurs ordres juridiques qui sont supposés aptes à fournir la réponse à la question fondamentale de savoir d'où vient le pouvoir de juger des arbitres. Comment faut-il concevoir ces rapports? Alors, lorsque Emmanuel est à la recherche de ces rapports, apparaît la fameuse trilogie. Il y a une première représentation de l'arbitrage international dans ses rapports avec les ordres juridiques. Cette première représentation, c'est la représentation qu'il appellera, dans son article du Clunet qui a été présenté ce matin de 2007, qu'il appellera la représentation mononationale. Ensuite, il changera 2 fois de vocabulaire, c'est intéressant. Il l'appellera monolocalisatrice et enfin monolocale. Mais quoique les termes aient changé, le contenu est toujours exactement le même, le concept ne change pas. Il s'ajoute toujours de la représentation de l'arbitrage qui trouve l'origine de la juridicité de l'arbitrage, c'est-à-dire du pouvoir de juger des arbitres, dans l'ordre juridique du siège de l'arbitrage. Et cette représentation entraîne une conséquence essentielle, c'est qu'elle tente à placer l'ensemble de l'arbitrage sous l'autorité d'une seule loi, la loi du siège, qui bénéficie du droit de vie et du droit de mort sur l'arbitrage. La deuxième représentation, on le sait, a été présentée, là aussi le vocabulaire a un peu changé, comme juste naturaliste, westphalienne et finalement positiviste multinationale. Je m'en tiendrai à westphalienne parce qu'elle est parlante et elle va vite. Ici, je me contente de lire Emmanuel, je n'ajoute pas un mot. Cette représentation, dit Emmanuel, reconnaît à l'arbitrage une autonomie à l'égard de l'ordre juridique du siège, mais le maintient dans la dépendance des ordres juridiques étatiques qui reconnaissent individuellement le produit de l'arbitrage, la sentence. C'est la reconnaissance de la sentence par un ou des ordres juridiques qui fonde a posteriori la juridicité de l'arbitrage. Le pouvoir de l'arbitre ne trouve plus sa source dans un ordre juridique étatique unique, mais dans une multiplicité d'ordres juridiques qui acceptent, et ces derniers mots me paraissent très importants, qui acceptent de reconnaître individuellement, à certaines conditions, la juridicité de l'arbitrage. Enfin, Emmanuel cherchera une troisième représentation. Il l'appellera positiviste transnationale. Elle a été longuement évoquée par Éric ce matin, donc très rapidement. Dans cette représentation, et je n'ai rien de nouveau à dire sur le sujet, la source du pouvoir des arbitres ne doit pas être recherchée dans un ordre juridique étatique, ni dans une pluralité d'ordres juridiques, ni même dans un ordre juridique spontané ou naturel, mais, et je cite Emmanuel, dans un corps de règles faisant l'objet d'un large consensus de la part de la collectivité des États. C'est bien exactement ce que Éric nous a dit ce matin. Et le pouvoir de juger des arbitres relève donc d'un ordre juridique propre, autonome, à l'édification duquel les États ne sont pas étrangers, comme le démontre la Convention de New York de 1958. Alors, ce bref détour étant effectué, revenons maintenant au droit international privé. La représentation monolocale, nous dit Emmanuel lui-même, je le cite, est l'expression d'une démarche de droit international privé traditionnelle, consistant à chercher le meilleur facteur de rattachement. En l'occurrence, le siège de l'arbitrage sera, on le sait, largement
plébiscité, avec deux justifications qui ont été évoquées ce matin, je ne m'étends pas, soit territorialistes, soit plutôt subjectives, reposant sur le fait que le choix des partis traduit les attentes qu'elles ont selon lesquelles la loi du siège sera effectivement appliquée à tous les problèmes que posera l'arbitrage. Et la représentation westphalienne, elle, débouche sur un rattachement qui sera fixé au lieu d'exécution et qui est fondé sur la sentence. Cette fois, l'attention se porte pour déterminer la loi applicable, non plus vers le siège de l'arbitrage, mais elle se déporte en quelque sorte sur le produit de l'arbitrage, c'est-à-dire sur la sentence. En comparant ces deux règles de conflit de loi, cette fois on est en présence de règles, Emmanuel donnera sa préférence à la deuxième, au moyen d'une formule que je ne résiste pas au plaisir de lire, car je crois qu'elle est connue dans le monde de l'arbitrage. Entre l'État, écrit Emmanuel, qui accueille un arbitrage dans ses hôtels ou ses centres de conférence, et l'État qui permet la saisie et la vente d'actifs situés sur son territoire, il est manifeste que c'est ce dernier qui a le titre le plus fort à déterminer ce qui, pour lui, constitue une sentence arbitrale digne de protection, une convention d'arbitrage valable et un processus arbitral régulier. Mais ne croyez pas que cette préférence donnée à la loi du lieu d'exécution permet à Emmanuel de conclure à une règle qui lui semble bonne. Pas du tout. Il ne donne aucunement une approbation pleine et entière à la loi du lieu d'exécution de l'arbitrage, et il dira à ce propos de ce qu'il appelle le lex exécutionnisme, il écrira « Chaque État n'a de titre à imposer sa conception de ce qui constitue un arbitrage digne de sanction juridique que dans les confins de son propre ordre juridique. » On reste donc confronté à un cloisonnement qui est très certainement considéré comme insatisfaisant aux yeux d'Emmanuel. On voit donc que, à partir des analyses que je viens très rapidement d'évoquer, en laissant intentionnellement de côté pour l'instant l'ordre juridique arbitral, Emmanuel Gaillard a finalement disqualifié intellectuellement les solutions du droit international privé sur la question fondamentale du droit applicable à l'arbitrage international. Et son véritable motif d'insatisfaction tient au fait que chacune des deux premières représentations exposées, la monolocale et la westphalienne, eh bien, considère l'arbitrage international comme une simple composante des ordres juridiques, seule apte à lui conférer la juridicité. Chercher la loi applicable à l'arbitrage parmi les lois étatiques, c'est déjà présupposer que l'arbitrage international doit son existence à la loi d'un État. Et c'est bien là que réside la racine du problème. Même si cette solution n'était pas inappropriée en soi, Emmanuel la critiquerait encore, notamment, comme il l'a fait, car il a concentré son tir sur la conception monolocale de l'arbitrage. À ses yeux, la grande erreur de la conception monolocale consiste à faire abstraction de la nature intrinsèquement internationale de l'arbitrage. Contrairement à ce qu'a écrit Mann, pour Emmanuel, lex non facit arbitrum. L'arbitrage international ne doit son existence, cela a été dit ce matin, qu'au consensus qu'exprime la communauté internationale à son endroit, et c'est en qualité de membre de la communauté internationale que les États y prennent d'abord leur part, de façon efficiente, beaucoup plus qu'en tant que législateurs dans leur propre ordre juridique. En conséquence, pour s'en tenir au droit international privé, aux yeux d'Emmanuel, il ne revient pas à la loi du siège de fonder le pouvoir de juger des arbitres. La représentation transnationale de l'arbitrage, dont l'acmé peut être la notion d'ordre juridique arbitral, est seule de nature à rendre justement compte de la situation de l'arbitrage international. Ainsi, dans la pensée d'Emmanuel, le droit international privé ne semble pas constituer l'outil adéquat pour rendre compte du phénomène de l'arbitrage international. Ce démariage
du droit international privé et de l'arbitrage international se poursuivra-t-il au niveau du processus arbitral? À ce stade, le litige porte par définition sur un rapport de caractère international et dès lors, le droit international privé ne doit-il pas entrer normalement en scène? Emmanuel l'admet, mais selon lui, il faut sans doute nuancer en tenant compte de la situation particulière de l'arbitre. Et par rapport au droit international privé, il me semble qu'à suivre Emmanuel, on peut distinguer deux situations. Il y a une première situation où sera en cause ce que l'on peut appeler le droit international privé de l'arbitre. Et puis il y a une deuxième situation où, en paraphrasant le titre d'un ouvrage célèbre de Franceschakis, je dirais « l'arbitre se trouve en présence du droit international privé des autres ». Alors commençons par le droit international privé de l'arbitre. En présence d'une situation internationale, l'arbitre peut avoir, comme un juge, le besoin de recourir à certaines règles de conflit de loi, notamment pour la question du droit applicable au fond du litige. Dans son cours de la Haye, Emmanuel a retracé l'évolution qui s'est produite sur ce point depuis la résolution qui a été adoptée par l'Institut de droit international en 1957 sous la présidence de Southern-Hall. Et cette résolution donnait, nous le savons, une priorité absolue aux règles de conflit du siège de l'arbitrage, en pleine cohérence avec la conception monolocale de l'arbitrage international. Mais sur ce point, les choses ont beaucoup changé depuis. Je cite Emmanuel, « Toutes les lois modernes reconnaissent aujourd'hui en matière internationale que l'arbitre doit respecter le choix des parties quant aux règles de droit applicables et que dans le silence des parties, il dispose d'une très grande liberté dans la détermination du droit applicable au fond du différend. » Il est vrai que certains textes, comme l'article 28.2 de la loi type de la CNUTSI, persistent à imposer aux arbitres le détour par une règle de conflit lorsque les parties n'ont pas choisi la loi applicable. Mais, comme l'a écrit Emmanuel, le détour par la règle de conflit n'est pas une véritable contrainte, puisque les arbitres ont toute discrétion dans le choix de cette règle de conflit. On sait d'autre part à quel point Emmanuel a argumenté en faveur de l'introduction d'une règle dans le droit de l'arbitrage qui permette aux arbitres à la fois d'exercer un choix direct du droit applicable, selon des critères propres à l'arbitrage, sans passer par une règle de conflit, et d'appliquer également des règles de droit au sens large, sans être obligé de se limiter à la loi d'un État. Ainsi, tout en maintenant sa critique contre la position dite monolocale, Emmanuel ne peut pas ne pas enregistrer tout de même que des idées qu'il a émises et défendues, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, ont finalement triomphé. Au fond, la représentation monolocale se maintient, peut-être la voyons-nous quelque peu craquer de partout un petit peu, à la façon dont on voit que l'arbitre applique des règles de conflit qui ne sont pas celles qui sont imposées au juge du pays dans lequel le siège de son arbitrage a été établi. Un deuxième point est important à retenir à propos de ce droit international privé de l'arbitre. Emmanuel a été extrêmement clair sur ce point. L'arbitre ne saurait faire l'impasse d'un ordre public réellement international ou transnational. Celui-ci, en effet, peut être considéré comme une partie intégrante du droit international privé des arbitres, alors même que les textes sur l'arbitrage ne le mentionnent pas au niveau du droit applicable par les arbitres. Mais si, comme l'a soutenu Emmanuel, l'ordre juridique arbitral s'est édifié à partir d'un ensemble de règles bénéficiant d'un large consensus de la communauté internationale, l'exigence d'un ordre public transnational se comprend très bien, et je dirais même d'autant plus facilement qu'il est appelé à se constituer exactement selon la même méthode que celle de l'ordre arbitral.
Parce qu'il ne rend la justice au nom d'aucun État déterminé, écrit Emmanuel, l'arbitre sera guidé dans sa tâche par la constatation du consensus se dégageant dans la communauté internationale sur le sujet litigieux. Et donc, les principes de l'ordre public international sont, me semble-t-il, très légitimement, peuvent être ramenés au droit international privé de l'arbitre. Ils font partie du droit internationalité de l'arbitre, qui pourra les appliquer, le cas échéant, très classiquement comme un ordre public d'éviction face à une loi, je ne peux pas dire étrangère ici évidemment, face à une loi, mais très souvent, il jouera comme un ordre public directement applicable, qui viendra s'insérer au fond dans le choix normatif de l'arbitre. Dans le choix normatif de l'arbitre, les règles de l'ordre public transnational pourront prendre toute leur place. On en a de nombreux exemples dans le domaine de la corruption et du blanchiment d'argent. Alors qu'en est-il du droit international privé des autres? Eh bien, dans l'arbitrage international, la maîtrise relative que l'arbitre exerce sur son droit international privé rencontre nécessairement certaines limites. Il pourra se faire en effet que l'arbitre ne puisse pas s'en tenir à son propre droit international privé, mais qu'il se trouve confronté à l'application de règles de droit international privé qui ne résulteront ni du choix des parties, ni de sa propre détermination, si elle a lieu, du droit applicable. En suivant les questions, ou plutôt en suivant certaines questions, sur lesquelles Emmanuel s'est exprimé, je voudrais évoquer ici, très rapidement, et pour terminer, 3 modes d'intervention de ce droit international privé des autres. On peut rencontrer ici d'abord un droit international privé de coopération. Ardent défenseur de l'autonomie de l'arbitrage international, Emmanuel n'en a pas moins été très conscient du rôle fondamental qui est rempli dans le cadre de l'évolution historique de l'arbitrage international par certaines normes internationales. Ces normes sont dites internationales en raison de leur mode d'adoption, le traité. Cependant, en raison de leur objet, elles peuvent parfaitement être situées dans le domaine du droit international privé. Nous savons bien que le droit international privé peut également résulter d'efforts de coopération entre États lorsque ceux-ci se sont fixés des objectifs communs intervenant dans des matières de droit privé. Il s'agit ici des 2 problèmes fondamentaux qui, s'ils n'étaient résolus, ne sauraient permettre le développement de l'arbitrage international. Pour que l'arbitrage international se développe, nous le savons, il faut que les conventions d'arbitrage qui privent, au moins pendant un moment, les juges de leurs compétences, puissent être reconnus, non seulement dans le pays du siège, mais également dans d'autres pays. Et nous savons également que pour que l'arbitrage international se développe, la sentence, quel que soit le pays dans lequel elle est rendue, doit pouvoir être susceptible d'efficacité également dans d'autres pays. Ce problème, qui a été envisagé dès le début du siècle dernier, a été résolu, maladroitement, dira-t-on peut-être d'abord par les conventions de Genève de 1923 et de 1927, mais ensuite, il est revenu à la Convention de New York de 1958 de graver l'accord des signataires au sujet des conditions d'efficacité internationale de la sentence, puis à l'article 2 de la reconnaissance de la Convention d'arbitrage. Et la Convention de New York, on le sait, associe des règles matérielles et des règles de conflit d'une manière, au fond, très remarquable pour l'époque à laquelle elle a été élaborée. Eh bien, ce texte, qui est issu de la communauté internationale et qui réunit aujourd'hui 169 États, ne peut plus que jamais être considéré comme la charte mondiale de l'arbitrage international. Emmanuel a toujours énormément insisté sur l'importance de ce texte fondateur de l'arbitrage international qu'est la Convention de New York. Et, je dirais,
mais sans m'appesantir cette fois, que dans le même esprit, Emmanuel, supporter et ami de la CNUTSI, a également toujours insisté sur l'importance de la loi type de la CNUTSI sur l'arbitrage commercial international. Il y a ensuite un droit international privé de protection. J'irai très vite parce que le temps passe et parce que la question a été évoquée ce matin. Nous savons qu'il arrive que des conventions d'arbitrage international soient conclues entre une partie qu'on appellera, pour aller vite, une partie faible et une partie qui a la qualité de professionnel. Est-ce que l'arbitrage international est bien adapté à la résolution de ce type de litige? J'emprunte une idée à Emmanuel. Je dirais, n'oublions pas que l'arbitrage international est une forme de justice peu soucieuse de proximité géographique. Emmanuel a insisté à ce propos en disant qu'elle était avant tout pourvoyeuse de neutralité, cette justice. Pas de proximité géographique. D'autre part, elle coûte cher. Deux raisons qui font que cette justice est quand même relativement peu adaptée lorsque est en cause ce qu'on appelle une partie faible. Et allusion a été faite ce matin à l'arrêt récent du 30 décembre 2020 de la Cour de cassation, dans laquelle la Cour de cassation française a accepté de tailler à la hache, si je puis dire, dans le principe de la priorité à l'arbitre, dans le règlement de la compétence, lorsque était en cause la protection d'une personne qui avait en l'occurrence la qualité de consommateur. Il a été souligné ce matin que Emmanuel, pourtant un des plus ardents défenseurs dans le monde du principe de la compétence-compétence, a admis de bon cœur, disons, la solution de la Cour de cassation, et qu'il l'a défendue. Et il a ajouté, avec son humour habituel, qu'en droit de la consommation, a-t-il dit, c'est la compétence qui n'est pas arbitrable. Et enfin, le troisième point sur lequel Emmanuel Gaillard a développé sa pensée et qui est en rapport avec ce droit international privé qui est celui des autres pour l'arbitre, c'est ce que je pourrais appeler le droit international privé de direction des conduites. Alors je sais qu'en droit interne on parle de protection, direction, mais je pense que pour l'arbitre tout est concret. Et donc je pense que l'arbitre voit moins l'ordre public sous des appellations abstraites que sous le danger qu'il y a pour lui à mal juger en présence des questions qu'il rencontre. Il voit bien que son instance, son litige, peut être environné de règles de direction des conduites, éventuellement toutes prétendant à une sorte de super impérativité. Que doit-il faire lorsqu'il se trouve dans cette situation? Emmanuel a donné ici deux réponses. Première réponse, à propos des lois de police. Nous le savons, il ne fait pas partie des auteurs qui encouragent, quoique avec nuance, mais encouragent tout de même le respect par l'arbitre international, le respect, disons, systématique des lois de police, lorsqu'il est bien démontré que ce sont des lois de police et qu'elles visent le rapport juridique en cause. Il a au contraire préféré proposer comme solution que les lois de police que l'arbitre international peut rencontrer soient au fond, avant d'être appliquées, passent par le filtre de l'ordre public de l'arbitre, de l'ordre public réellement international, qui est l'ordre public qui est du droit international privé de l'arbitre. Et donc, il a préconisé que les lois de police ne soient appliquées que lorsque, au regard du contenu de cet ordre public, ces lois de police mériteraient effectivement d'être appliquées. Et puis, le deuxième point, et cette fois je m'arrêterai là, la question qui se pose, c'est aussi, est-ce que l'arbitre international peut être amené à appliquer, à côté de son propre ordre public transnational, l'ordre public d'un État? Bien entendu, la réponse est oui. Je ne voudrais pas dire non à côté de M. le conseiller Hacher. La réponse est oui, bien évidemment, et Emmanuel, notamment depuis quelques années, dans ses derniers écrits, a très fortement insisté sur les conditions dans lesquelles il était légitime pour un arbitre de tenir compte, d'être extrêmement vigilant face à l'ordre public international d'un État
il ne s'agit pas naturellement de n'importe quel État, il ne peut s'agir que de l'État dans lequel l'exécution de la sentence est demandée ou dans l'État dans le cadre duquel l'annulation de la sentence sera demandée. Ici s'arrête l'autonomie de l'arbitrage international et Emmanuel a clairement montré qu'il était d'accord avec cet arrêt de l'autonomie à ce stade. Avec le micro, c'est mieux. Voilà. Mohamed Chelbaya, merci beaucoup pour cette intervention. Je me demande en fait dans quelle mesure la remarque d'Emmanuel sur ce qu'il appelait l'approche westphalienne, le fait qu'il y a une multiplicité de sources du caractère obligatoire d'une sentence arbitrale, ou de sa caractère normatif, à quel point c'est spécifique à l'arbitrage ou c'est généralisable au droit national privé en général. Est-ce qu'on peut se poser peut-être la même question pour un contrat international? Est-ce que la source de son caractère obligatoire, de son caractère normatif, on le trouve où? La réponse plus évidente, c'est le droit applicable, mais le droit applicable n'est applicable que parce qu'il y a une règle de conflit qu'il désigne. Il y a autant de règles de conflit qu'il y a de forts, et donc potentiellement le même contrat est considéré applicable par un juge, et obligatoire et normatif, mais pas par un autre. Et on se retrouve dans cette situation où cette même approche westphalienne, en fait, c'est la distinction entre le critère normatif venant de la règle de conflit ou venant de la loi applicable au fond. Et donc, dans cette mesure, la question se pose si l'observation d'Emmanuel et donc le questionnement sur la source de ce caractère normatif n'est pas généralisable au-delà de l'arbitrage international. Alors, la question se pose dans des termes qui sont relativement analogues s'agissant des décisions de justice d'un État. On est certain à propos d'une décision de justice d'un État, dès l'instant que vous la présentez à l'exécution dans un autre État, vous ne pouvez pas échapper à une dualité qui est parfaitement fondée. Nul ne douterait que la décision qui a été rendue par les juges d'un État A ne doive sa vie, sa validité, au droit de l'État A. Et nul ne douterait que parce que vous voulez la mener à exécution dans l'État B, cette exécution se trouve conditionnée par le droit de l'État B. Ceci ne se retrouve pas dans l'arbitrage, où c'est tout le problème. Ça peut si vous êtes monolocal, passez-moi l'expression, mais si vous êtes partisan du monolocalisme, vous pouvez effectivement considérer, mais malgré tout vous ne serez pas pleinement logique avec vous, mais vous pourrez considérer, oui, l'arbitrage est soumis à la loi suisse parce qu'on a choisi Zurich comme siège de cet arbitrage, mais néanmoins, si je veux faire exécuter ma sentence au Liban, j'admets aussi que la loi libanaise soit applicable. Mais ce n'est pas exactement, ce n'est pas exactement le même raisonnement que on est à la recherche ici d'une règle. Pour les juges, vous n'avez aucun doute que le jugement de A est soumis au droit de A et que si vous le présentez en B, c'est le droit de B qui s'applique juste à la question qui a été posée en B. Mais Emmanuel est à la recherche d'une représentation qui, dans le concert des ordres juridiques, permettent de dire voilà l'ordre juridique d'où vient le pouvoir de juger des arbitres. Et il n'est pas satisfait, je crois, il n'est pas satisfait avec la solution westphalienne qui consiste à dire le pouvoir de juger des arbitres, vous présentez dans 3 États différents votre sentence pour obtenir l'exéquatur, et donc le pouvoir de juger des arbitres lui-même, qui est à l'origine de l'arbitrage, se trouverait soumise à la loi de A, de B et de C, éventuellement dans des conditions différentes. Ce n'est pas satisfaisant pour l'esprit, et je pense que c'est cela qui n'a pas satisfait, eu égard à la nature de la question posée, qui n'est pas une question classique de droit international privé, qui est une question qui est en rapport direct avec l'arbitrage. D'où vient le pouvoir de juger des arbitres?
Si vous posez cette question, vous ne pouvez, me semble-t-il, être véritablement satisfait que si vous trouvez une réponse unique, même si c'est pour dire que le pouvoir de juger des arbitres ne vient d'aucune loi. C'est d'ailleurs, je crois, une situation que Emmanuel a aussi envisagée. Dans son article du Clunet de 2007, c'est ce qu'il appelle très rapidement la délocalisation. C'est un terme qui n'est presque jamais revenu dans ses écrits après, mais en l'ayant bien lu, j'ai cru comprendre que cette idée de délocalisation, qui nous est parfois reprochée en France, il l'avait abandonnée rapidement. D'ailleurs, dans l'article de 2007, il ne parle pas encore d'ordre juridique arbitral, et dans ses articles suivants, il parle d'ordre juridique arbitral, mais donc la délocalisation est abandonnée. Donc si vous n'avez plus de délocalisation, vous êtes forcément à la recherche d'un ordre juridique, et Emmanuel veut un ordre juridique pour comprendre l'arbitrage, et pour lui, le meilleur, c'est l'ordre juridique arbitral. Bonjour, Laurent Gégère. Monsieur le professeur, merci de cette présentation lumineuse d'une théorie assez complexe. Vous avez parlé de l'arbitrage de la Convention de New York. Est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas dire qu'il y a plusieurs ordres juridiques arbitraux si, par exemple, on prend l'exemple d'autres conventions, comme la Convention de Washington, avec un système qui paraît encore beaucoup plus délocalisé que celui de la Convention de New York, puisqu'on n'a plus de siège véritablement de l'arbitrage, on n'a plus de contrôle par les juridictions de l'État, et on est là dans un système purement international qui finalement va encore beaucoup plus dans le sens de cette théorie. Je ne crois pas que Emmanuel ait pensé que la Convention de New York constituait un ordre juridique. Je n'ai pas lu, je ne crois pas avoir lu ça sous sa plume. Je ne pense pas qu'il le pensait. Je pense simplement qu'il pensait que la Convention de New York était une part importante de l'édifice. Elle donnait, les États avaient là donné un signe fort et avaient donné le soubassement, au fond, d'origine de l'ordre juridique arbitral. Naturellement, les États, en faisant la Convention de New York, évidemment, n'ont jamais pensé ordre public, ordre juridique arbitral, ça ne pouvait pas leur venir à l'esprit. Mais c'est pourtant ce qu'ils ont fait, sans le savoir. Mais ce n'est pas un ordre juridique. Alors, il me semble, par contre, il n'y a aucun désaccord avec vous. Par contre, pour le CIRDI, enfin il me semble que celle-ci, elle appartient tout entière au droit international public. Donc on n'est pas à la recherche d'un ordre juridique, on le connaît, me semble-t-il. Et là, il n'y a aucune difficulté. On ne peut pas rechercher un ordre juridique arbitral pour les arbitrages d'investissement. On le connaît. Ce n'est pas la peine d'en inventer un autre, me semble-t-il. Enfin, bon. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel n'aurait pas pu discerner un ordre juridique de l'arbitrage d'investissement à l'intérieur du droit international public. Mais là, on tient quand même l'ordre public dans lequel évolue complètement quand même. C'est la Convention de Washington, c'est un traité, et ce traité est interprété et complété par le droit international public. Donc je pense qu'il a son ordre juridique. Yann Glanheisterkamp, encore une fois, une question qui aurait été probablement plutôt pour Jean-Pierre Ancel, et peut-être hérétique et surtout d'un étranger, donc je demande votre indulgence. Après le décret de 2011, la réforme du droit de l'arbitrage français, vu l'importance de Poutrabali, vu la position prise, pourquoi les rédacteurs du décret, dont faisait partie Emmanuel Gaillard, pourquoi ils n'ont pas abandonné l'annulation d'une sentence internationale rendue en France? Si ça aurait suffi de simplement clarifier que cette décision, cette sentence arbitrale ne va pas avoir aucun effet en France, sans empêcher qu'un autre pays puisse prendre une autre position. Parce que je parle de la position de, par exemple, un Allemand ou un Anglais qui prend la Convention de New York en sérieux en concernant l'article 5.1e, en disant que si les Français ont annulé la sentence en France, nous ne pouvons plus l'exécuter. Parce que l'article 5.1e nous l'interdit, sauf si on avait une construction similaire à la française. Donc la curiosité, c'est pourquoi ne pas simplement abandonner l'annulation des sentences rendues en France quand elles relèvent de l'arbitrage international.
faut le demander au rédacteur du décret, mais en attendant, si mes souvenirs sont bons, dans le décret de 2011, dans la réforme de 2011, il y a justement une adéquation entre le droit français et la jurisprudence, enfin, et jurisprudence plus travaillée. En ces termes-là, puisqu'il y a une possibilité pour les parties d'exclure le recours en annulation. Oui, évidemment, si les parties le veulent, ils l'ont fait avec antécédence, mais pourquoi pas éliminer tout simplement l'annulation si les Français, de toute façon, n'ont attribué aucune importance à une annulation d'une sentence à l'étranger? Pourquoi pas faire réciproquement? Je n'ai pas participé, je ne pense pas que Jean-Pierre Ancel non plus, au décret de 2011. Je vous répondrai, sans doute par pragmatisme, les Belges avaient tout enlevé un moment, et puis ça n'a pas été un grand succès. Donc là aussi, même toutes les constructions ont besoin de temps pour s'édifier d'esprit de conviction. Et là, il me semble que ce qu'a fait le décret de 2011 est en adéquation avec ce que nous pensons, tout en permettant de se coordonner avec ceux qui ne croient pas, enfin, qui ne croient pas. Oui, allez, qui ne croient pas, voilà. On sait en quoi. Pierre Maillère, qui croit en tout. Oui. Mohamed Chelbaya a développé une conception westphalienne du contrat international, si je l'ai bien compris. C'est-à-dire que, présence d'un contrat international, on ne peut pas dire telle loi lui est objectivement applicable et c'est telle incontestablement, parce que ça dépend de la règle de conflit qui va désigner la loi applicable. Or, cette règle de conflit n'est pas la même partout. Et donc, ce contrat pourra être jugé valable dans un pays et nul dans un autre. Et il n'y a pas de vérité objective et générale. Je suis d'autant plus d'accord avec lui que j'ai consacré une partie de mon cours général à La Haye à développer cette idée de relativité d'appréciation des situations internationales. Maintenant, Mohamed Chelbaya n'a pas poursuivi en disant « mais au-dessus de ces ordres juridiques étatiques, tous susceptibles de fournir la loi applicable au contrat international, il n'y a pas au-dessus un ordre juridique né de la constatation que tous les États favorisent le phénomène du contrat. Et donc, quelque part, on aurait pu dire que le contrat, tout contrat international, a sa source dans cet ordre juridique qui repose sur le consensus des États, mais je ne l'ai jamais entendu dire. Et à vrai dire, je ne le pense pas. Alors, maintenant je vais dire pourquoi je suis aussi westphalien en matière d'arbitrage international. C'est parce que l'arbitrage international, c'est un mécanisme de droit privé. Alors, ce n'est pas un contrat, la décision est unilatérale et non pas le résultat d'un consensus entre les deux parties. Mais, au fond, c'est disons que la sentence arbitrale est un instrument de droit privé, comme le contrat, et donc les mêmes interrogations se posent et les mêmes solutions, à savoir que tout dépend de là où la situation sera appréciée. Peut-être plus du côté de la reconnaissance des décisions que de la loi applicable, mais ça ne me paraît pas changer fondamentalement les choses. Voilà. Donc, je ne sais pas si Mohamed Chelbaya serait d'accord, mais je ne lui pose pas la question. Professeur Éric Lequin. Je pense que, oui, Éric Lequin, vous m'entendez là maintenant. Bon, simplement pour répondre à la question précédente, pourquoi n'a-t-on pas supprimé le recours en annulation en 2011? Moi, j'avais participé au débat, ils ont été très vifs sur cette question. Je crois que ça a duré l'après-midi entière. Et je crois que c'est très pragmatique, effectivement, la réponse. D'abord, il y avait un aspect Paris, place de l'arbitrage. Si on supprime le recours en annulation, on n'ira plus forcément à Paris, puisque Paris
étant une place de l'arbitrage, il était bon de fixer le siège à Paris pour justement bénéficier de la clairvoyance des juges français, dans le cadre d'un recours en annulation, dans le cadre d'une action en appel contre l'ordonnance d'exéquatur. Ça a été vraiment l'argument massu des praticiens en particulier, je le comprends très bien. Et puis il y avait un autre argument qui m'avait étonné, mais que j'ai reçu, c'est que les parties à l'arbitrage sont rassurées par l'existence d'un recours en annulation. Il semblerait que les parties soient affolées par l'idée d'une sentence qui ne pourrait pas être contestée, j'allais dire, à la source. Voilà, c'était ça les arguments échangés. Hein. Alors il y avait les théoriciens dont je devais faire partie. Moi j'ai défendu à la suite de Philippe Fouchard l'opportunité qu'il y aurait de supprimer le recours en annulation, parce que d'ailleurs, avec un peu de recul, j'ai eu beaucoup de mal on ne distingue pas dans le droit français le recours en annulation finalement dans sa substance et l'appel contre l'ordonnance d'exéquatur, alors qu'il aurait fallu le distinguer, à mon avis, notamment dans les cas d'ouverture de l'appel à l'ordonnance d'exéquatur, en les limitant par rapport à ceux du recours en annulation. Ça m'aurait paru logique. Mais il y avait, je crois, c'est la tendance forte du groupe qui s'était réuni sur ce sujet, c'était que les partis craignaient le in vacuo, craignaient d'attendre le lieu de l'exéquatur pour savoir à quelle sauce la sentence allait être mangée. Et certains avocats avaient dit très clairement que leurs clients préféraient tout simplement, quand ils étaient mécontents d'une sentence, en obtenir l'annulation en France, à l'endroit où la sentence avait été rendue. Je n'ai pas d'autre explication à vous donner. Sébastien Mansuet, Université de Bourgogne. Je pense qu'il faut maintenir le recours en annulation, tout simplement parce qu'il y a des sentences qui doivent être annulées, qui méritent d'être annulées. Et si on dit on ne va, dans l'ordre français, simplement statuer en termes d'exéquatur, on va refuser l'exéquatur à une sentence qui va continuer à exister, être revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui va empêcher qu'on revienne sur le litige, alors que, de toute évidence, c'était une mauvaise sentence. Et je pense qu'il faut voir le système français de manière bilatérale, c'est-à-dire qu'on va aussi considérer, en France, en tout cas c'est mon point de vue, qu'on peut annuler une sentence en France. Et s'il y a des États qui veulent accueillir cette sentence, je ne vois pas très bien au nom de quoi on pourrait s'en offusquer, puisque c'est le système qui a été mis en place. Donc, on continue à jouer avec ce mécanisme, mais encore une fois, oui, on en avait débattu il y a bien longtemps, mais il y a quelques sentences qui ne méritent pas de rester ad vitam aeternam et de flotter dans l'ordre juridique arbitral ou dans l'ordre juridique transnational. Elles doivent être annulées et permettre que de nouveaux arbitres statuent sur le litige. Donc c'est mon explication. Alors, mais ça serait intéressant de faire les statistiques, parce que je pense que les hypothèses dans lesquelles on a une sentence annulée dans un État mais qui va être exécutée dans l'autre, elles sont assez faibles. Quand une sentence va être annulée à l'étranger, il faudrait demander, je ne sais pas si on a des statistiques, mais je serais très étonné d'apprendre qu'elle passe souvent le cut de l'exéquatur en France. On va, pour les mêmes raisons qu'elle a été annulée à l'étranger, on va lui refuser l'exéquatur. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'homogénéité dans les solutions. Alors je le dis sans avoir les statistiques, donc c'est plus de l'intuition, c'est pas très scientifique, mais je pense qu'on est en réalité sur un système relativement homogène. Et Putraballi, c'est le contre-exemple, mais on a du mal à en trouver d'autres. Thalès, ça a été annulé en Suisse, et le juge français, après, a refusé l'exéquatur. On est sur pour les mêmes raisons. Oui. Là. Monsieur le professeur, monsieur le président, une question un petit peu différente, et je vous remercie encore pour vos exposés respectifs. Aujourd'hui, le contexte s'y prête un peu, les entreprises rencontrent des difficultés, financières notamment, et on rencontre de plus en plus d'entreprises sous procédure collective en arbitrage. Le règlement insolvabilité consacre d'abord le caractère universaliste de la loi de la faillite, mais prévoit une exception pour les instances arbitrales en cours.
et prévoit à l'article 18 que la loi applicable pour déterminer les effets de la procédure collective est la loi du lieu du siège de l'arbitrage ou du lieu où l'arbitrage se tient. Est-ce que pour vous, cette solution-là ou cette représentation-là est conforme à la pensée du professeur Gaillard? Il me semble que non. Avant de répondre, vous pouvez encore dire votre nom dans le micro, s'il vous plaît, pour notre je suis Rajiv Sharma Fakir, avocat. Mais personne n'est parfait. Bon, bah alors quelqu'un d'imparfait va vous répondre. Écoutez, imperfection pour imperfection, je pense que là, on est en présence effectivement d'une solution qui ne cadre pas pleinement avec les théories développées par Emmanuel Gaillard. Mais il faut savoir qu'en fonction de la matière qui peut être traitée dans le cadre d'un arbitrage, les intérêts étatiques ou les intérêts généraux peuvent être plus ou moins marqués. Et à ce moment-là, effectivement, le droit international, qui n'est pas nécessairement celui de l'arbitre, vous pouvez avoir un arbitre pour qui le droit international privé sera celui du siège, parce qu'il aura choisi un droit, des règles qui seront complètement en conformité avec ce qui se fait au siège. Mais enfin, un arbitre va pouvoir se trouver confronté avec, en quelque sorte, disons, l'immixtion dans son arbitrage de règles qui sont impératives, qui visent la matière du litige sous un aspect ou sous un autre, et il devra nécessairement se poser la question de savoir ce qu'il doit en faire. Et dans ce cas-là, je dirais, au fond, qu'il soit confronté à des règles qui prennent pour point d'application le siège de l'arbitrage, ou qui prennent comme point d'application le siège du débiteur ou tout autre critère que vous pourriez envisager, ça ne change pas grand-chose à mon avis, sauf si vous êtes pour une conception monolocale, où vous considérez que l'arbitre doit exactement réagir face au droit du siège comme s'il était une juridiction du siège, et donc se sentir absolument tenu d'appliquer cette juridiction comme s'il était un juge de l'État. Mais ce n'est pas forcément le cas, mais même si vous pensez le contraire, vous pouvez vous trouver conduit à donner effet, parce que vous avez souci de la validité de votre sentence, à une disposition impérative dont vous n'approuvez peut-être pas le champ d'application, mais dont vous sentez bien que votre vigilance doit vous conduire effectivement à lui donner effet, en l'occurrence. Merci. Vous avez mentionné lors de votre exposé, monsieur le professeur, la notion d'ordre public réellement international ou transnational. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un ordre public qui s'insère dans l'ordre juridique arbitral tel que conçu par le professeur Gaillard, ou encore c'est un ordre public de l'ordre juridique de la lex mercatoria? Ou est-ce que c'est un ordre public qui ne s'insère dans aucun ordre juridique? Je crois que les réponses qui ont été données à propos de l'ordre public international, dans le cadre de la théorie d'Emmanuel Gaillard, l'ordre public réellement international ou transnational, c'est l'ordre public qui, au fond, émane d'un consensus de la communauté des États. Je ne vois pas du tout comment, dans cet ordre public transnational, il pourrait être justifié d'effectuer des distinctions selon le caractère de droit public ou de droit privé d'une règle. Qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, elle vise à promouvoir ou à protéger un intérêt fondamental ou elle vise un objectif considéré comme essentiel pour la communauté internationale. Peu importe, je dirais, quelle est l'origine de la règle, et je répondrai la même chose si d'aventure la règle est une règle qu'on peut rapporter à la lex mercatoria, même chose. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle appartienne à la lex mercatoria, c'est que, même si elle vient de là, par son contenu, au fond, elle est tout de même prise en charge, en quelque sorte, quelque part, par la communauté des États, et elle entre dans l'ordre public transnational. Je ne pense pas qu'il y ait, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait, dans l'exemple de la France, par exemple, je ne pense pas qu'il y ait une différence énorme entre l'ordre public transnational d'un arbitre et l'ordre public international tel qu'on le conçoit en droit international privé français. Je pense que très largement, ils s'alimentent aux mêmes sources, mais il peut y avoir quand même des points sur lesquels, effectivement, ils pourront différer. Mais en tout cas, voilà la réponse que je peux donner à votre question.
Merci. Eh bien, bonjour.